Ce soir, nous voulons parler de notre incroyable microbiome. Vous pouvez le voir à l'écran. Je pense que ce sujet est intéressant parce que beaucoup des commentaires que Sir White a faits sont corroborés par les dernières recherches dans ce domaine. Pendant de nombreuses années, on lisait des choses dans Conseils sur la nutrition des aliments, dans le ministère de la guérison, et je disais, hein? Mais il n'y a aucune preuve de tout cela. Mais au cours des 10-15 dernières années, beaucoup des choses que nous avons connues en tant qu'adventistes sont maintenant prouvées par la recherche. Combien d'entre vous disent Amen? Donc on va regarder les dernières recherches sur cette question et comparer cela avec les déclarations de Sir White et vous allez voir qu'il y a une corrélation incroyable. Tout d'abord, qu'est-ce que le microbiome? Le microbiome, c'est les bactéries, les champignons, les virus qui vivent à l'intérieur de nous. C'est le microbiome. Ils vivent à plusieurs endroits, ils vivent sur la peau, mais principalement, ils vivent dans notre tube digestif. En fait, il y a des milliards de microbes qui vivent dans notre tube digestif, des champignons, des bactéries, des virus. Et ils ne sont pas hostiles. Ils sont en fait nos amis, ils font quelque chose pour nous. Alors, d'où vient notre microbiome? C'est très intéressant. Concernant la naissance naturelle et l'allaitement, c'est de là qu'un enfant obtient son microbiome. Et le microbiome, comme vous allez le voir, est essentiel pour le développement normal et naturel de plusieurs systèmes dans le corps. Nous obtenons également notre microbiome à partir des microbes du sol. Vous savez, si vous prenez de la bonne terre noire et que vous la regardez sous le microscope, c'est vivant. Est-ce que vous saviez cela? C'est rempli de bactéries et ce sont les bonnes bactéries dont nous avons besoin pour être en bonne santé et que notre système puisse fonctionner normalement. Les aliments à base de plantes contiennent de bonnes bactéries. Maintenant, d'où est-ce que cette nourriture tire ces bactéries? Du sol, exactement. C'est les fruits, les noix, ils obtiennent leurs bactéries du sol et lorsqu'elles pénètrent dans les fruits, dans les légumes, et ensuite on les mange et on obtient les bonnes bactéries. Nous partageons également entre nous. Je déteste vous dire ça, se laver les mains ne purifie pas complètement. Mais nous partageons en fait nos microbiomes les uns avec les autres. J'ai fait des recherches là-dessus et comme je l'ai dit, au cours des 15 dernières années, il y a eu une explosion de recherches dans ce domaine. Des études fascinantes ont été menées. Regardons certaines des fonctions du microbiome. Qu'est-ce que ces hôtes qui vivent à l'intérieur de nous, nos amis dans l'intestin, qu'est-ce qu'ils font pour nous? Numéro un, ils nous aident à digérer notre nourriture, décomposer nos aliments. Ils extraient les vitamines de la nourriture que nous mangeons et nous sommes ensuite capables d'absorber les vitamines. Ils nous protègent d'autres bactéries qui sont hostiles, donc ils constituent un système de défense. Ils stimulent le bon développement neurologique et immunitaire. On va revenir et en parler un peu plus en détail. C'est très important pour notre système immunitaire et notre système neurologique. Le développement de ces deux systèmes à un jeune âge sont très dépendants de la présence des bonnes bactéries dans notre intestin. Nos bactéries intestinales aident également à stimuler la production de neurotransmetteurs et ça peut affecter notre humeur et nos cognitions. Les bactéries peuvent également aider à activer et à désactiver l'expression génétique. Combien d'entre vous ont entendu parler de l'épigénétique? Les bactéries peuvent aider à activer ou à désactiver certaines expressions de ces gènes et elles aident également à moduler notre système cardiovasculaire. Elles affectent la pression artérielle, elles peuvent également affecter la santé artérielle directement et indirectement. Notre microbiome aide également à stimuler la production de mélatonine dans notre intestin. Lorsque j'étais à la fac de médecine, le seul endroit où votre corps produisait de la mélatonine, c'était dans la glande pinéale, dans le cerveau. Maintenant, on a une meilleure connaissance. La mélatonine est produite dans plusieurs tissus cérébraux supplémentaires, y compris l'intestin. En fait, on dit qu'il y a un énorme réservoir de mélatonine dans notre tube digestif. Donc, ce que nous mangeons peut affecter notre sommeil et notre régénération. Également, notre microbiome aide à stimuler la production d'ocytocine. L'ocytocine est l'hormone sociale du lien, c'est l'hormone également anti-stress. Certaines de ces choses, les anti-stress, lien social, commencent en fait dans l'intestin. Ce qui nous amène à l'idée que nous avons deux cerveaux. Savez-vous cela? On n'en a pas qu'un seul, on a deux cerveaux. Nous avons un système neurologique dans l'intestin. Et si vous coupiez le cerveau et le système nerveux, il continuerait à fonctionner tout seul. Voilà à quel point est complexe le second cerveau dans notre intestin. On l'appelle le système nerveux entérique. Les scientifiques estiment qu'il y a 100 millions de neurones dans notre intestin. C'est énorme. C'est vraiment un deuxième cerveau. Et c'est intéressant ce que dit la Bible concernant le microbiome. La Bible dit que l'intestin est le centre de nos émotions.
Est-ce que c'est pas intéressant? Par exemple, dans Lamentation 1:20, il est dit, je suis en détresse, mes entrailles sont troublées. Intéressant, n'est-ce pas? Colossiens 3:12, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, d'esprit de douceur, de patience. Paul a donc compris que les chrétiens du 1er siècle avaient compris que nos émotions viennent de nos entrailles. Philémon 1:7, car nous avons une grande joie et une consolation parce que les entrailles des saints sont rafraîchies par toi. C'est incroyable à quel point la Bible est avancée. Amen. Maintenant, on commence à comprendre ce dont Paul parlait. C'est incroyable. Donc, il y a assurément un lien entre la nourriture et l'humeur, comme on le sait tous. Mais c'est intéressant de noter que le neurotransmetteur sérotonine, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la sérotonine? Qu'est-ce qui se passe lorsque vous manquez de sérotonine? De quelle humeur êtes-vous? Vous êtes déprimé, pas vrai? Est-ce que vous savez que 80 à 90% de notre sérotonine est produite dans l'intestin et dans le tube digestif, mais elle est utilisée dans le cerveau? Alors, quel organe pensez-vous affecte le plus la dépression? Le cerveau ou l'intestin? Hein? La sérotonine est importante pour moduler notre humeur. Donc écoutez maintenant cette citation de Sir White. Elle dit, les ministres devraient éviter tous les aliments ou boissons qui ont une tendance à irriter ou à exciter les nerfs. L'excitation sera suivie par la dépression. Waouh! C'est comme si elle comprenait, elle savait la connexion entre le cerveau et l'intestin il y a plus de 150 ans. J'ai été troublé par ce genre de commentaires, mais plus maintenant. La recherche sur le cerveau et l'intestin explique exactement ce que dit Sir White et corrobore ce qu'elle a dit. Donc, notre lobe frontal est régulé par la sérotonine. Maintenant, qu'est-ce que fait notre lobe frontal? Notre lobe frontal est le centre du jugement, du raisonnement et de la retenue. C'est une partie très très importante du cerveau. La volonté est là dans le lobe frontal. Et le lobe frontal est très régulé par les récepteurs de la sérotonine. J'ai donc une question pour vous. Enfin, avant d'arriver à la question, le nerf vague qui vient du cerveau est le plus long nerf du corps. 20% des fibres descendent et ce sont des fibres motrices qui contrôlent les organes du tube digestif. 80% de ces fibres montent du tube digestif vers le cerveau et ce sont des neurones sensoriels. Donc, lequel reçoit le plus d'informations, le cerveau ou l'intestin? L'intestin reçoit 80% des informations, le cerveau seulement 20% des informations. Donc vous pouvez voir ici que l'intestin a un pouvoir puissant sur notre cerveau. Alors, qui a le plus d'influence sur l'humeur, la cognition, le cerveau ou l'intestin? L'intestin. Waouh! Est-ce que ça ne ressemble pas à quelque chose qu'a dit Sir White? Regardez, la nourriture, telle qu'elle irrite les couches tendres de l'estomac, l'excitation est communiquée par les nerfs au cerveau. Et le résultat est que les passions animales sont éveillées et contrôlent les pouvoirs moraux. Est-ce que Sir White sait que le tractus gastro-intestinal est connecté, que les muqueuses de l'estomac sont connectées au système nerveux entérique jusqu'au lobe frontal? Je suis sûr qu'elle ne le savait pas. Mais regardez cette déclaration qu'elle a faite. J'ai trouvé cela absolument incroyable. Pour moi, en tant que médecin et chercheur sur ces choses, je ne peux pas m'empêcher de dire que Sir White est inspirée. On lui a montré des choses, et elle dit des choses qu'il y a 150 ans, les gens probablement se seraient moqués de cela, et maintenant, on ne rigole plus. Donc je suis étonné des dernières recherches sur la façon dont elles corroborent ce que Sir White a dit. Comme vous le savez, notre nutrition peut affecter le métabolisme cérébral. Et vous voyez ici, à votre gauche, vous voyez un cerveau sous un régime méditerranéen et vous voyez qu'il est très actif métaboliquement. Il y a beaucoup de réflexion, il y a beaucoup de circulation, il y a une bonne activité. Et puis vous regardez le cerveau à votre droite qui suit un régime occidental riche en graisse, en sucre et vous voyez que le métabolisme a ralenti. Le cerveau est lent, la pensée est lente. Vous pouvez donc certainement voir que la nutrition affecte le métabolisme du cerveau et vous pouvez voir que c'est illustré en couleur. Une mauvaise alimentation peut également provoquer une inflammation. C'est juste. L'inflammation de l'intestin peut être transmise par les nerfs au cerveau et provoquer une inflammation dans le cerveau. Et une inflammation chronique peut conduire à des maladies telles que la maladie d'Alzheimer, telles que ces maladies neurodégénératives comme la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson. Nous voyons donc que l'inflammation chronique dans notre cerveau est une source de maladie. Et notre alimentation, bien sûr, peut augmenter ou diminuer l'inflammation de notre cerveau. Lorsque nous mangeons des aliments qui sont anti-inflammatoires, qui sont généralement des aliments à base de plantes, ils calment l'inflammation dans le cerveau. Et lorsque nous mangeons des aliments qui sont pro-inflammatoires, nous faisons exactement le contraire. Il y a certainement un lien. Voici une autre citation de l'Esprit de prophétie. Le feu que vous allumez dans votre estomac fait de votre cerveau une fournaise chauffée à blanc. Waouh!
C'est un commentaire très, très intéressant qui est très connecté à ce que les dernières recherches nous montrent. Donc, la nourriture peut également affecter notre cognition, notre mémoire, notre vigilance. Et il y a une très belle citation dans l'Esprit de prophétie à propos de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego concernant l'alimentation que Dieu leur a donné, les légumes et l'eau. C'est un commentaire de Sir White. Leur régime alimentaire simple leur a permis de garder l'esprit clair. Ils étaient mieux préparés pour leurs études, car ils n'ont jamais connu l'oppression causée par la consommation d'aliments luxueux, c'est-à-dire des aliments gras. Ils étaient mieux préparés physiquement pour un travail pénible, car ils n'étaient jamais malades. Ils avaient un système immunitaire fort, un esprit clair. Ils pouvaient penser et travailler vigoureusement en obéissant à Dieu. En faisant quoi? En obéissant à Dieu. Ils faisaient les choses même qui donnent la force à la pensée et à la mémoire. Combien d'entre vous aimeraient avoir une meilleure mémoire? Amen, pas vrai? Voilà le secret. Le régime de Daniel nous donne la force dans la pensée et dans la mémoire, garde notre esprit clair. C'est incroyable. Notre microbiome affecte le développement neurologique de notre cerveau et de notre système nerveux. C'est quelque chose d'incroyable. Notre cerveau et notre système nerveux, le moment critique du développement, c'est la naissance jusqu'à l'âge de 4 ans. C'est à ce moment-là que le cerveau est vraiment élagué, c'est à ce moment-là que les connexions sont établies entre les synapses. C'est une période critique pour le développement neurologique. Alors rappelez-vous, les enfants obtiennent leur microbiome de leur mère, pas vrai? On a déjà parlé de ça. Ils l'obtiennent durant l'accouchement naturel, durant l'allaitement, parce que les enfants, bien sûr, ne mangent pas jusqu'à ce qu'ils aient 5 ou 6 mois. Donc le microbiome d'une mère est très, très important pour le développement neurologique d'un enfant. Si la mère a un bon microbiome sain, elle mange beaucoup d'aliments basés sur les plantes, elle évite la malbouffe, les aliments contenant des produits chimiques et des conservateurs, elle donnera, ou son enfant héritera d'un bon développement neurologique dans son système cérébral et vice-versa. Les études ont montré que si les mères mangent de la malbouffe, si elles ont un microbiome peu diversifié, le développement neurologique de l'enfant souffre. Ce qui est intéressant, c'est que si nous avons de bonnes bactéries, en particulier les mamans, si la présence d'une grande variété de bonnes bactéries, ces bactéries créent des substances appelées acides gras à petite chaîne. Ces acides gras à petite chaîne pénètrent dans le cerveau et stimulent le bon développement neuronal. Donc ce qui se passe, c'est que si vous n'avez pas la présence de ces bactéries, vous ne stimulez pas le cerveau pour qu'il se développe correctement. Donc le manque de ces bactéries est un problème. Les chercheurs ont également découvert que le microbiome de la mère faisait une différence, même in utero, avant que l'enfant ne soit né. Donc c'est vraiment intéressant. Les bactéries de la mère dans son intestin ne traversent pas le placenta dans l'intestin de l'enfant. L'enfant naît avec un intestin stérile, il n'y a pas de microbiome dedans. Mais, rappelez-vous les acides gras à petite chaîne dont je vous ai parlé, qui sont produits par les bonnes bactéries? Elles traversent le placenta et pénètrent dans le cerveau du bébé. Donc si la mère a une alimentation saine, elle a un microbiome sain, elle stimulera le développement neurologique dans l'enfant à naître. En d'autres termes, l'enfant sera en avance sur la courbe en ce qui concerne les capacités intellectuelles. Et vice-versa, si la mère n'a pas de bonnes bactéries, elle n'a pas la production d'acides gras à petite chaîne en bonne quantité, l'enfant souffrira d'un manque de développement neurologique, même in utero. C'est incroyable, n'est-ce pas? À quel point c'est important pour les mamans d'avoir une bonne nutrition maternelle. Voici une citation étonnante de l'Esprit de prophétie. Les enfants malades naissent à cause de la satisfaction des appétits des parents. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'elle mentionne le père. Nous savons que le microbiome de la mère fait une différence. Mais ici, elle parle aussi du père. Donc je soupçonne que la mère et le père peuvent partager des bactéries et que l'enfant va hériter des bactéries de la mère et du père. C'est une citation très intéressante. Donc, l'autisme, il y a des recherches qui ont été faites entre le microbiome et l'autisme. Et ce que les chercheurs ont découvert, c'est qu'il y a un risque plus élevé d'autisme si un enfant n'a pas un bon microbiome. Juste pour vous faire savoir ce que c'est l'autisme, généralement, des modèles atypiques de connectivité, en d'autres termes, la personne n'a pas de pensée organisée. Elle va simplement d'ici à là, elle n'est pas très sociale, la pensée n'est pas organisée. C'est ce que c'est une pensée désorganisée. Et généralement, ça commence entre 0 et 4 ans.
Je crois que l'Université d'Arizona a fait des études et ce qu'ils ont découvert, c'est que les enfants entre 0 et 4 ans qui avaient un microbiome peu diversifié, ils avaient un microbiome de malbouffe, ils avaient plus de chances de développer, alors qu'ils vieillissaient, un syndrome irritable, une anxiété chronique et l'autisme. Wow. C'est très intéressant. Et également, ils ont découvert que les gens plus tard dans la vie, s'ils n'avaient pas un microbiome bien diversifié, ils souffraient de troubles neurodégénératifs comme la maladie de Parkinson, Alzheimer et la sclérose en plaques. Ils avaient plus d'incidents de ce genre de maladie si leur microbiome n'était pas sain. Ça nous amène à une autre citation. Sir White dit que le cerveau est affecté par l'état de l'estomac. Un estomac dérangé produit un trouble d'état d'esprit incertain et désordonné. N'est-ce pas intéressant? Un estomac dérangé conduit à un esprit dérangé. Est-ce que ça ne ressemble pas à ce que disent les recherches? Un mauvais microbiome conduit à plus d'autisme et à plus de problèmes de comportement. Ils ont également trouvé un lien entre le trouble du déficit de l'attention et le microbiome, soit dit en passant. Allons de l'avant. Nos microbes, les bactéries que nous avons, influencent réellement nos choix alimentaires. C'est vraiment intéressant. Certaines bactéries aiment certains aliments. Donc, certaines bactéries aiment les aliments gras, certaines bactéries aiment les légumes, certaines bactéries aiment les sucreries. Et plus nous mangeons, par exemple, de choses sucrées, nous faisons croître les bactéries qui aiment le sucre. Et chaque fois que nous mangeons, ces bactéries envoient des messages chimiques au cerveau. J'aime ce que tu as mangé, mange sans plus. En d'autres termes, notre microbiome nous fait prendre des habitudes. Et ils disent que vous pouvez changer votre microbiome. Ça prend environ 2 à 3 semaines. Donc vous pouvez cultiver de bonnes bactéries qui aiment les fibres et les légumes. Et vous commencerez à aimer les fibres et les légumes. Et votre intestin commencera à demander à votre cerveau, hey, mangeons plus de fibres et de légumes. Mais vice-versa également. C'est également vrai. Vous pouvez développer des bactéries qui aiment la malbouffe. Et elles peuvent commencer à dire à votre cerveau, mange plus de malbouffe. On aime vraiment cette malbouffe. Donc ça fonctionne dans les deux sens, mais c'est intéressant de voir comment les microbes dans notre cerveau peuvent influencer nos choix. Donc les mauvais microbes sont égaux à de mauvaises envies. La prochaine fois que vous mangez de la mauvaise nourriture, mettons le blâme simplement sur les bactéries présentes dans notre tube digestif. Qu'est-ce que vous en dites? Certains microbes fermentent même les aliments. Est-ce que vous avez entendu? Certains microbes fermentent les aliments dans l'intestin. Il existe une condition médicale connue appelée le syndrome de l'autobrasserie. Les personnes qui ne boivent pas d'alcool mangent généralement de la levure avec des glucides et la levure va fermenter les glucides et ils auront un taux d'alcoolémie détectable qui est élevé dans leur système simplement à partir des aliments qu'ils consomment et la présence de microbes dans leur intestin. Est-ce que vous pouvez croire cela? Donc les microbes dans l'intestin de ces gens créent de l'alcool, même si la personne n'a pas bu une goutte d'alcool. Donc ils disent que c'est un syndrome assez rare, mais si nous lisions Ellen White, je ne pense pas que c'est si rare. Elle dit, vous mangez de manière anarchique, cela crée une perturbation dans l'estomac. Et ça devient souvent un cloaque dans lequel la fermentation a lieu. Votre tête commence alors à vous faire mal à cause de la congestion dans le cerveau. Wow. Est-ce que vous avez déjà eu une ivresse due à une pizza? Je ne veux pas lever la main, mais je pense que j'ai déjà eu ce genre de choses. Et peut-être que ce commentaire de Sir White maintenant fait plus de sens, alors que nous savons que les glucides peuvent être fermentés en alcool dans l'intestin. Le sucre, les glucides, le sucre n'est pas bon pour l'estomac. Il provoque la fermentation et cela trouble le cerveau. Si vous ne me croyez pas, demandez à n'importe quelle mère qui a un enfant de 2 ans qui mange beaucoup de sucre. Demandez-lui simplement si le sucre trouble le cerveau. Elle vous le dira tout de suite. Ok? Est-ce que vous pouvez croire que les bactéries dans notre estomac peuvent même influencer notre poids? Est-ce que c'est vrai? Les chercheurs ont découvert des choses très intéressantes. Certaines bactéries ont la capacité d'activer ou d'éteindre les gènes qui contrôlent le métabolisme. De sorte que les gènes de combustion des graisses peuvent être activés ou éteints. Les gènes de stockage de graisses peuvent être activés ou éteints. C'est l'épigénétique. Donc, nos microbes dans notre intestin influencent la composition épigénétique de notre corps. Une expérience très intéressante qui a été faite, ils ont pris 2 jumeaux identiques. L'une était mince, l'autre obèse. Puis ils ont pris des rats jumeaux sans aucun germe, ils n'avaient aucun microbiome. Ils ont fait un transfert fécal, donc ils ont obtenu le microbiome de ces 2 jumelles et les ont mis dans les rats.
le rat qui a reçu le microbiome de la jumelle obèse est devenu obèse. Et le rat qui a reçu le microbiome de la jumelle mince est resté mince. Étonnant. Simplement en recevant les bactéries d'une des jumelles, le métabolisme a été affecté. Et le rat est devenu obèse à partir du microbiome de la jumelle obèse. Incroyable. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons changer les choses. Un régime végétalien peut changer votre microbiome. Les chercheurs, ça c'est une chercheuse adventiste, Anna Oleova, a découvert qu'un régime végétalien peut modifier votre microbiome et favoriser la perte de poids, la perte de graisse corporelle et la sensibilité à l'insuline. Combien d'entre vous disent Amen? Ça veut dire que si nous suivons l'esprit de prophétie, cela pourrait réellement nous guérir. Amen. C'est ce qu'il nous est dit et c'est exactement ce que les dernières recherches montrent. Ce que dit Sir White est vrai. Les édulcorants artificiels, ça c'était une expérience intéressante. Ils ont pris des rats, ils leur ont donné des édulcorants artificiels comme la saccharine, et les rats sont devenus obèses et sujets au diabète. Et vous savez, les experts ont été déconcertés par cela parce qu'on n'absorbe pas vraiment ces sucres. Alors ils se sont demandé, mais comment est-ce que ça se produit? Ils pensent que les sucres artificiels ont affecté le microbiome et ils pensent que le changement du microbiome, c'est ce qui a causé le changement de métabolisme chez ces rats. Donc c'est très intéressant, même les édulcorants artificiels peuvent affecter notre microbiome. Les produits animaux ont un effet très négatif sur notre corps à travers notre microbiome. Donc c'est ce qui se passe. Lorsque les gens mangent de la viande et des produits laitiers, certaines choses qui contiennent la choline alimentaire ou la L-carnitine, ces substances sont transformées en TMA par nos bactéries intestinales. La TMA est oxydée dans le foie et la TMAO est très nocive pour nos artères. Elle augmente les risques d'arthrogénèse, ce qui conduit à plus de crises cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux, plus de maladies rénales, arythmies et plus d'hypertension. Simplement à partir de la dégradation de viande et de produits laitiers qui sont fabriqués par les microbes vivants dans notre intestin. La même chose ne se produit pas lorsque nous mangeons des aliments à base de plantes. Donc c'est un problème, cette production de TMAO, qui est très spécifique à la viande et aux produits laitiers. Mais la bonne nouvelle, encore une fois, un régime à base de plantes aide notre microbiome et nous protège des maladies cardiovasculaires. Ça, c'est la bonne nouvelle. Les fibres sont bonnes pour le microbiome. Vous voulez savoir pourquoi? Nos bonnes bactéries aiment les fibres. C'est leur collation préférée. Donc, plus il y a de fibres, plus nous mangeons et nous cultivons les bonnes bactéries qui vivent dans notre intestin. Les produits ultra transformés endommagent nos bonnes bactéries. Donc, si vous regardez à une boîte de conserve, disons, de saucisses, et elle contient des produits chimiques que vous ne pouvez pas prononcer, c'est pas bon pour votre microbiome. Regardez à une canette de soda et vous ne pouvez pas prononcer les produits chimiques, c'est que c'est pas bon pour votre microbiome. Donc, les aliments ultra transformés, les colorants, les différents produits chimiques pour conserver la nourriture, ils endommagent notre microbiome. Donc, c'est important d'éviter ces choses pour être en bonne santé. Et toutes ces choses endommagent le microbiome. Les stimulants, l'alcool, les opioïdes, le cannabis, la nicotine, ils sont toxiques pour nos bonnes bactéries. Ce qui est logique. Le jeûne intermittent aide le microbiome. Combien d'entre vous ont entendu parler du jeûne intermittent, pas vrai? Oui. Donc, ils ont fait des recherches sur le poids et le jeûne intermittent. Et en fait, ça vient de Loma Linda. Et ils ont découvert que la façon de perdre du poids était de manger seulement 2 repas par jour. Et ils ont découvert que prendre le petit déjeuner était la clé. Et que avoir son plus gros repas comme étant le petit déjeuner et ensuite jeûner pendant 15 à 18 heures était la chose la plus saine, sans aucun grignotage. Ils ont dit que ça, c'est la meilleure façon de perdre du poids avec le jeûne intermittent et comment cultiver un bon microbiome. Lorsque vous regardez la liste de ces suggestions qu'ils ont proposées, est-ce que ça ne semble pas familier? Est-ce que vous vous souvenez de quelqu'un qui a parlé de ça? 2 repas par jour, manger un gros petit déjeuner et ensuite ne plus rien manger, même pas une pomme. Est-ce que ça rappelle quelque chose? Ils ont dépensé beaucoup d'argent juste pour prouver que Sir White avait raison, et j'aime ça. La tension artérielle et le microbiome. J'ai vu cette étude faite par des Chinois. Ils ont découvert que le jeûne intermittent abaisse la pression artérielle en modifiant le microbiome. Est-ce que ce n'est pas intéressant? En nourrissant les gens avec une alimentation à base de plantes, cela a changé leur microbiome. Et leur microbiome a produit des substances qui ont en fait dilaté les artères et abaissé la pression artérielle. Est-ce que ce n'est pas incroyable? Et ils ont dit que ça prend à 2 ou 3 semaines pour que ça puisse se produire. Et la tension artérielle des gens a chuté à cause du jeûne intermittent parce que leur microbiome a changé dans la bonne direction. L'exercice, c'est également bien connu que l'exercice favorise les bonnes bactéries dans notre intestin.
Il y a beaucoup de choses naturelles que nous pouvons faire. La vitamine D est vraiment bonne pour le microbiome. Si nous manquons de vitamine D, cela peut être mauvais pour notre microbiome, mais la vitamine D est essentielle et favorise un bon microbiome, diminue l'inflation intestinale et resserre les jonctions de notre intestin. Le jardinage est bon pour le microbiome. Est-ce que vous saviez cela? Il y a une étude qui a été faite là-dessus. Pourquoi le jardinage est bon pour le microbiome? Où est-ce qu'on met les mains? Dans la terre. Qu'est-ce qu'on sort de la terre? Les bonnes bactéries. Donc le jardinage est excellent pour votre microbiome. Voici une citation de l'Esprit de prophétie. Travaillez dans le jardin, cueillant les fleurs et les fruits, écoutant les oiseaux, louant Dieu. Les patients seront merveilleusement bénis. La mélancolie et la dépression les quitteront. Le cerveau et les nerfs fatigués trouveront un soulagement. Amen. Quelqu'un ici aime jardiner? Ouais? Est-ce que vous vous sentez déstressé et heureux après avoir été dans le jardin, après une longue journée de dur labeur? Amen. Dieu a voulu qu'il en soit ainsi. Et c'est très intéressant de constater que dans ces études qu'ils ont faites, le microbiome des jardiniers est en fait à son pic au printemps et pendant l'été. Et c'est la période où ils sont plus dans la terre, pas vrai? Et ce qu'ils ont découvert, c'est que ce n'est pas seulement les jardiniers qui avaient un meilleur microbiome, la famille des jardiniers avait également un meilleur microbiome pendant l'été et le printemps. Et je pense que c'est probablement à cause des produits que les jardiniers apportent, et ils mangent tous ces produits avec les bonnes bactéries. Donc c'est un avantage non seulement pour les jardiniers, mais pour les personnes qui vivent avec les jardiniers. Dormir est bon pour le microbiome, et le manque de sommeil n'est pas bon pour le microbiome. Un bon sommeil, un bon microbiome. Wow, les repas tardifs ne sont pas bons pour notre microbiome. Il y a une étude qui a spécifiquement examiné les repas gras et épicés en fin de soirée et ils ont découvert que cela peut supprimer la production de sérotonine intestinale et la mélatonine. Maintenant, si nous n'avons pas de sérotonine, qu'est-ce qu'on va être? Déprimé, irritable. Et si nous n'avons pas de mélatonine, on ne va pas bien dormir, pas vrai? Donc si nous avons des repas gras tard le soir, si nous mangeons des pizzas, à 22 heures, on va se réveiller stressé, déprimé et irritable. Pas vrai? Eh bien, voici une autre bonne citation de l'Esprit de prophétie. Si un troisième repas doit être pris, il devrait être léger et plusieurs heures avant d'aller au lit. Le sommeil est généralement perturbé par des rêves désagréables et le matin, il se réveille non reposé. Est-ce que quelqu'un a déjà eu des cauchemars de pizza? Ça m'est arrivé. Oui, manger gras tard le soir affecte vraiment le sommeil. Je suis un témoin de cela. OK? Ils ont même fait une étude sur la méditation et la prière. Ils ont découvert que, bien sûr, la méditation et la prière aident notre microbiome. Amen? Oui, c'est une étude très intéressante qu'ils ont faite. Je crois que c'était sur des moines bouddhistes. Et ils devaient méditer. Et ensuite, ils ont demandé à des chrétiens et à des musulmans de prier. Et ils ont découvert que leur microbiome s'améliorait. C'est très intéressant. Qu'en est-il de notre microbiome et du système immunitaire? Rappelez-vous de ce que nous avons déjà discuté, le développement neurologique qui est activé par le microbiome. Eh bien, le développement du système immunitaire dépend également du microbiome. 70% de notre système immunitaire est dans l'intestin. C'est un énorme pourcentage. Le microbiome affecte le développement et le contrôle du système immunitaire. Un microbiome peu diversifié ou malsain conduit à un intestin perméable. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'intestin perméable? On ne veut pas avoir un intestin perméable, car lorsque nous avons cela, de mauvaises protéines et d'autres substances se propagent de notre tube digestif vers notre sang, et cela active notre système immunitaire et provoque l'inflammation. Et cette activation du système immunitaire, cette inflammation chronique, entraîne les maladies auto-immunes. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des maladies auto-immunes? Ce sont des maladies causées par notre propre système immunitaire, comme la polyarthrite rhumatoïde, le psoriasis, la sclérose en plaques, le diabète type 1, et vous voyez tous les noms et les maladies auto-immunes. Nous pouvons donc provoquer ces maladies si nous avons un microbiome malsain. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'un microbiome sain aide à prévenir la perméabilité intestinale, et c'est ce dont nous avons besoin. Nous devons prévenir la perméabilité. Ok, les changements du microbiome peuvent conduire à un cancer. Ça, c'est un domaine dans lequel la recherche est toujours en cours. Le dernier mot n'est pas encore sorti sur le sujet, mais Sir White en parle. Nous découvrons qu'il y a des bactéries qui vivent en nous qui peuvent causer le cancer. Probablement la plus connue, c'est l'Helicobacter pylori. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'Helicobacter pylori?
Vous avez entendu parler, ça peut provoquer l'acidité, comme une gastrite, des ulcères gastro-duodénaux. C'est aussi un cancérigène de classe 1 qui peut provoquer un cancer gastrique. C'est une bactérie qui provoque le cancer. Il y a eu d'autres études préliminaires qui montraient que d'autres cancers du tractus intestinal semblent être liés à certaines souches de bactéries, comme le cancer du côlon, le cancer de la vésicule biliaire, le cancer du pancréas. Les études sont encore à leur balbutiement et toutes les études ne disent pas encore la même chose. Mais c'est très clair ce que nous lisons dans l'esprit de prophétie. Les cancers, les tumeurs et toutes les maladies inflammatoires sont en grande partie causées par la consommation de viande. Je pense que dans les 3 à 5 prochaines années, il va y avoir toute une série de recherches qui va dire manger de la viande affecte votre microbiome et vous donne des bactéries qui vous rendent sujet au cancer. La recherche n'est pas encore arrivée là-dessus, mais je crois que c'est vrai et que nous allons découvrir cela dans les prochaines années. Soyez attentifs. Qu'est-ce que nous devons faire pour avoir un bon microbiome? C'est facile. Nous devrions manger des aliments à base de plantes. Nous devrions manger des aliments riches en fibres, qui sont essentiellement des aliments d'origine végétale. Évitez les produits d'origine animale. Évitez les aliments ultra transformés avec des produits chimiques, des colorants et tout ce genre de choses. Nous devrions pratiquer le jeûne intermittent. Nous devrions faire de l'exercice régulièrement, recevoir de la vitamine D ou nous exposer au soleil, travailler dans le jardin, bien dormir et prier et méditer. Est-ce que cette liste vous semble familière? Est-ce que quelqu'un a entendu parler de New Start? Est-ce que ça ressemble pas à New Start, ça? Est-ce que nous n'avons pas un Dieu sage? Ne sait-il pas prendre soin de nous? Bien sûr. Et il nous a donné les écrits de Sir White, la prophétesse, pour nous aider, nous guider et nous encourager. Amen. Et la science prouve maintenant de manière étonnante que ce que nous avons est un trésor. C'est un trésor de santé, amen. Pas seulement pour nous, mais pour que nous puissions le partager avec d'autres personnes, n'est-ce pas? C'est quelque chose, c'est un trésor que nous pouvons partager. Regardez cette citation. Si nous croyons en Jésus-Christ, nous chercherons à devenir intelligents sur comment garder le cerveau clair et actif. C'est une pauvre politique qui consiste en effet à maltraiter les organes digestifs. Lorsque l'estomac est perturbé, l'esprit est perturbé et la puissance nerveuse du cerveau est affaiblie. Cela devient donc un devoir religieux. Un quoi? Un devoir religieux pour chaque âme d'apprendre à la science d'une vie saine, pour maintenir la question de l'alimentation à l'esprit et de traiter la question de manière consciencieuse. Amen. Waouh, j'ai été tellement convaincu quand j'ai lu cela. En résumé, la santé et le bonheur dépendent de l'état sain de l'estomac, car l'estomac malade affecte tout le système nerveux, le cerveau et l'esprit. Faisons de notre mieux pour obéir à Dieu et nous serons bénis. Amen.